Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour ce 27e épisode, j'ai reçu à distance Sonny Paris, cofondateur et CEO de NoCRM.io, un logiciel de prospection commerciale conçu pour les commerciaux. Sonny est un entrepreneur du web depuis 1998. Dans cet épisode, on parle notamment de son parcours avant d'entreprendre, de sa première expérience en 1998 Weborama revendu 5 millions d'euros, de sa deuxième expérience en 2008 Ulink revendu à Jamespot, de sa dernière expérience en date NoCRM créé en 2014, de ce qui différencie NoCRM d'un CRM classique, et encore de l'impact du Covid sur son business. J'ai apprécié cet échange avec Sonny qui est un pionnier du web, j'espère que l'épisode vous plaira. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser un like sur cette vidéo sur YouTube, t'abonner à cette chaîne, laisser une note sur Apple Podcast, tout ça c'est très important pour moi pour avoir un maximum de feedback sur mon travail. Excellente écoute et à la semaine prochaine. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Sonny Paris, qui est un entrepreneur du web. Aujourd'hui, c'est le cofondateur et le CEO de NoCRM, un logiciel de prospection pour les commerciaux, mais il a monté d'autres boîtes avant. Salut Sonny. Bonjour François, merci de m'accueillir. De rien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. On va attaquer ce podcast comme je le fais à chaque épisode sur le parcours, sur ton parcours. Et ma première question à chaque fois, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre? Alors mon parcours avant d'entreprendre, c'est un parcours d'étudiant. En fait, j'ai entrepris à la fin de mon parcours universitaire, à la fin de mon doctorat, j'ai fait un doctorat de physique. Donc au départ, je me destinais plutôt à être chercheur en physique fondamentale. Euh, et à l'issue de ma thèse, j'ai fait ma thèse au début d'Internet. Et on avait la chance à l'université d'être connecté en très très haut débit à Internet à une époque où quand on avait déjà 64 kilobits, on était heureux et nous, on avait accès au réseau Renater à 10 mégabits par seconde. C'était le tout début et pendant ma thèse, j'ai créé mon premier site web, c'était en 1996, ce qui ne me rajeunit pas. Et voilà, et à la fin de ma thèse, se posait la question de est-ce que je faisais de la physique après ou est-ce que j'essayais ce projet de partir sur ce nouveau média, cette nouvelle technologie qui était Internet. Et on s'est donné une année avec les cofondateurs, avec François et Rodolphe, qui étaient les deux autres cofondateurs de Weborama, pour tester un peu notre idée. Et puis finalement, on est parti sur Internet. Ça s'est fait très, très naturellement finalement. Il n'y a pas eu trop de questions qui Oui, oui, se sont oui. posées. Bah, si, il y a quand même des questions, parce que quand tu as fait 7 ans d'études, voire même plutôt 8, sur un sujet, et qui a priori est un sujet qui te plaît, bon, ce n'est pas une décision légère, c'est une décision assez forte sur l'orientation de ta vie. Mhm. Donc, mais c'est vrai que c'était quand même le tout début d'Internet. Le tout début d'Internet en France, c'était assez passionnant, c'était nouveau, ça bougeait énormément, on sentait qu'il se passait quelque chose, donc ça donnait envie d'y être. Et d'ailleurs, il y a pas mal de physiciens qui étaient là au début d'Internet, qui ont monté des boîtes. On pense notamment, il y a Christophe Dupont qui avait développé le moteur Echo pour Voilà, et Respublica après. Enfin bon, il y a eu pas mal de gens qui venaient de cette discipline parce qu'effectivement, les physiciens avaient la chance d'être connectés à Internet à très haut débit Mhm. et de travailler à faire un peu de programmation et des choses comme ça. Ouais. Donc il y a pas mal de gens Ok. qui ont plongé là-dedans en sachant qu'on n'avait aucun background business, quoi. Oui, c'est ça. C'est direct après l'école, après la thèse, j'ai envie de dire. C'est ça. Directement. Donc c'est cette opportunité d'Internet, justement, c'est en 1998 que tu montes Weborama avec deux Ouais, autres associés, c'est ça? Est-ce que tu exactement. peux nous en dire plus comment ça s'est créé, Weborama? Qu'est-ce que c'était? Ouais. Et puis voilà. Alors, moi, je pars toujours, d'une certaine manière, c'est un peu amusant, parce que je pars toujours avec un concept d'aider les gens à trouver des bons contenus sur Internet, et ça finit toujours en boîte B2B qui fait du logiciel. Donc après, on peut réécrire l'histoire à l'envers, mais la réalité, c'est que le projet de départ, c'était quoi? C'était de te permettre de découvrir les meilleurs sites francophones en 1998. Donc, la boîte a été créée en 98, mais le projet, il a commencé en 97. L'idée qu'on avait, donc bon, je vais revenir un peu dans le temps, ça fait un peu ancêtre, Allons-y. mais à l'époque, si tu veux, le moteur de recherche, c'était Alta Vista. Alta Vista, si tu tapais chocolat dedans, ça allait te sortir la page qui avait la plus grosse densité du mot chocolat, sans aucune idée de qualité. Donc, il y avait deux moteurs de recherche à l'époque. Alta Vista d'un côté et Yahoo de l'autre, qui était un directory de sites. Et nous, notre analyse, c'était que ça n'allait pas parce que ça n'intégrait pas une dimension de qualité. Donc, on a voulu apporter une recherche qualitative.
Donc, tu as Google qui s'est créé d'un côté, qui est devenu le moteur de recherche un peu de référence et qui a introduit la qualité via le backlink. Et puis nous, on s'est dit, en fait, Yahoo, ça ne peut pas tenir, il ne peut pas y avoir des humains qui vont gérer des catégories comme ça. Ils ne sont pas pertinents, ces humains, ils n'y connaissent rien. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire un annuaire qui va être un double annuaire, qui va être un annuaire avec des classements par vote. Donc les internautes vont pouvoir voter pour des sites et un classement par audience. Avec l'idée que Internet avait une espèce de dualité, des gros sites d'audience et puis des petits sites passionnants tenus par des passionnés. Donc, on voulait récompenser aussi le côté communautaire. Donc, voilà, on faisait un double classement des sites par visite et par vote qui permettait de montrer deux aspects très différents d'Internet. Et évidemment, le côté par visite ou par vote nécessitait de placer des codes sur les sites des webmasters. Et donc, ça avait un effet viral assez fort puisqu'on nous voyait sur des sites. L'Internet de l'époque était assez petit, hein, c'était des passionnés, mais il n'y avait pas tant de sites que ça. Et voilà, donc ça a créé un effet assez viral et Weborama est devenu assez vite un des sites, on va dire, connus des webmasters et des internautes à l'époque. Et donc, Weborama, ça a été quoi un peu les grandes étapes? C'est une expérience qui a duré 10 ans, de 1998 à 2008. Oui, En exactement. tout cas pour toi, Ouais. puisqu'on va en parler justement. Les grandes étapes de Weborama, notamment, Alors, je ne sais pas, en termes de nombre de salariés, en termes de tout ça. ouais. Bon, alors au début, c'était difficile, hein. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas d'argent personnel, on sortait des études. Donc, monter une boîte à l'époque, c'était en francs. Il fallait un capital de 50 000 francs. Même avoir les 50 000 francs, c'était un peu compliqué. Donc, on a quand même réussi à monter notre SARL. On n'a pas levé de fonds du tout, en tout cas pas au début. Donc, on a monté, on a construit le site comme ça au début, même avant qu'on fasse une entreprise, hein. Mon directeur de thèse nous a dit mettez-vous dans un coin là si vous voulez, voilà un bureau, et allez-y démarrer, puis vous verrez si ça vous plaît ou si vous voulez faire de la physique, en gros. Et ça a bien démarré. Donc, c'était un service gratuit. Pour faire vivre ce service gratuit, on a essayé de monétiser par de la publicité, qui n'est pas arrivée tout de suite. Donc, on faisait au début des développements aussi de sites web, de petites choses alimentaires, des CD faits avec technologie web, déjà avec du JavaScript, des bases de données. On a fait plein de petites choses alimentaires autour de ce site qui grossissait. Puis finalement, on a réussi à signer avec 24/7 Média. À l'époque, c'était Pascal Gaillat qui s'occupait de 24/7 Média, un contrat de régie publicitaire. C'était un peu un moment où c'était la folie. Donc, les régies publicitaires se sont mis à signer des contrats avec des minimums garantis. Donc, on avait un niveau très élevé. On a quel coût aussi, à une époque, offrait 10 francs par clic, enfin par personne envoyée sur les sites. Donc, on avait une technique. Alors, on ne trichait pas comme des fous. Il y a des gens qui trichaient comme des fous, qui redirigeaient automatiquement du trafic. Nous, on faisait, une fois que quelqu'un avait voté, on disait est-ce que vous voulez aller voir notre partenaire? Et puis les gens faisaient OK. Et ça nous a permis de vivre comme ça jusqu'à ce qu'on arrive un peu à l'époque de vraiment la grande folie d'Internet, où là, on a pu commencer à lever des fonds. On a levé un petit peu d'argent. D'abord, on a levé 500 000 francs, donc l'ordre de 100 000 euros auprès de particuliers. Et juste après, je crois qu'on a enchaîné avec une levée de l'ordre de 3 500 000 francs, peut-être 600 000 euros auprès de Startup Avenue, qui sont devenus les gens d'ailleurs comme Alain Lévy et Daniel Espèce qui ont repris à l'issue l'entreprise Weborama. Et ça, c'était en 2000. Là, on est monté. Donc là, après ces levées de fonds, on est monté à 35 salariés. Et c'est à ce moment-là que la bulle Internet a explosé et qu'il a fallu essayer de survivre à ça. Alors, entre-temps, on avait commencé. Donc, au début, Weborama, c'était entièrement gratuit. Donc, guide, mesure d'audience et classement par vote. Et cet outil entièrement gratuit, on avait commencé à faire une version pro de l'outil de mesure d'audience. Parce qu'en fait, quand tu t'inscrivais chez nous, tu mettais un code, ça te faisait de la promotion, mais en même temps, on te fournissait un outil de statistique qui permettait de comprendre d'où venaient les gens avec des technologies par marqueur de page, qui sont des technologies aujourd'hui évidentes, mais qui à l'époque n'étaient pas, voilà, n'étaient pas nécessairement la norme. Quand vous avez monté Weborama, est-ce que vous êtes directement dit on va monétiser ce projet? Parce que, enfin, faut quand même se dire Ouais. que justement à cette période, c'était peu courant, je pense, de créer ce qu'on appelle un business en ligne finalement.
Comment ça s'est fait Alors, en fait? on s'est inspiré de choses qui existaient. Il y Ouais, avait deux services qui existaient. Un qui était la Hitbox, qui était Website Story, qui était aux US, qui était un classement par trafic comme ça des sites. Ils avaient aussi, je crois, une version Q, avec des sites classés X, parce qu'à l'époque, ça représentait une partie non déjà. négligeable. Ouais, ouais, ces gens sont assez réactifs. C'est Donc, ça. ils sont très vite sur toutes les opportunités. Ils voient les opportunités de business, probablement avant pas mal d'autres là-dessus. Et il y avait un autre petit site français qui s'appelle Top Web, qui était un petit site où tu pouvais voter pour des sites comme ça toutes les heures. Parce qu'une des spécificités de notre outil, c'est que tu pouvais voter. Donc, on s'était inspiré de ces deux choses-là. Et puis, moi, j'avais dit, mais ce qui est dommage, c'est qu'on devrait demander aux gens, on avait tout de suite pensé à la monétisation, on a dit, on va demander aux gens quel est leur âge, leur catégorie socio-professionnelle Hmm. et leur sexe, dès le début, quand les gens faisaient un vote. On dit, comme ça, on aura une audience et on va pouvoir vendre de la publicité plus efficace parce que ciblée. Donc ça, c'est une idée Carrément. qu'on a eue dès le début. Ça, c'est 98, 97 ou 98. C'est vraiment au cœur de cette idée qui, après, va être la marque de Weborama parce qu'on va avoir un très gros échantillon de personnes pour lesquelles on connaîtra l'âge, le sexe et la catégorie socio-professionnelle, plus ou moins. Ok, donc pour récupérer de la data. C'est ça. Et du coup, dans les différentes étapes, comment ça s'est déroulé justement sur le fait de, quand vous êtes rendu compte qu'il fallait recruter des gens dans votre équipe, que le chiffre d'affaires a commencé à grossir, comment ça s'est passé? Alors, on a recruté au début, on était une petite équipe, on tenait sur nos moyens et en faisant des petits développements. Donc, on a eu une première période où on était 5-6. On a Fabrice Sinzel, qui est notre directeur commercial, qui nous a rejoint très tôt aussi, à une époque. D'ailleurs, je pense qu'il était encore au chômage. Il a fait quelques mois en étant encore au chômage parce que on survivait avec des bouts de ficelle. Et il est arrivé, il a tout de suite commencé à vendre le produit. Et puis, on a deux développeurs, Henrik et Alexis, qui sont arrivés. Voilà, donc on était une petite équipe de l'ordre de 6 personnes, 6-7 personnes. Et ça, on arrivait à tenir. Et après, on a commencé à accélérer avec la levée de fonds. Il y a eu plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'au départ, on avait le service gratuit, la publicité, puis ensuite la publicité s'est complètement effondrée. Donc, de ce service gratuit de publicité, de mesure d'audience qui vivait sur la publicité, on est passé à un service B2B, qui était un service B2B de mesure d'audience. Et après, tu t'aperçois quand tu grossis. Bon, là, il y a eu une phase assez difficile, hein, parce qu'avec l'éclatement de la bulle, malgré le côté B2B, bon, ben, les revenus diminuaient, le cash burn diminuait, on était dans une zone qui commençait à devenir tendue. Je crois qu'on est arrivé à un moment donné à avoir une dette à l'URSSAF de l'ordre du million de francs, 150 000 euros. On avait quelqu'un, Louis aussi, qui nous a rejoint très tôt, qui s'occupait de bien gérer ces choses-là. D'ailleurs, dans les conseils, c'est important de parler assez régulièrement avec son administration, parce que si vous entretenez de bons rapports avec votre administration, le jour où vous avez un problème, bah, il vous aide Ils sont plus à flexibles? survivre. Exactement, exactement, et que c'est toujours important. Il ne faut pas mettre la tête, faut pas faire l'autruche, il faut affronter, discuter, mettre en place des éléments comme ça. Donc, il y a une période assez difficile et la problématique, donc on était un peu dans le business de la mesure d'audience et la mesure d'audience pour les entreprises, c'est souvent un coût. Voilà, c'est pas à assimiler à quelque chose qui fait gagner de l'argent. Donc, c'était un peu difficile de vivre là. Et donc, on a lentement s'est déplacé vers la publicité. Mm. Euh, et notamment, il y a un move qu'on a fait qui a fait la différence de manière totalement fondamentale sur Weborama et qu'on a pu faire uniquement parce qu'il y avait la crise. C'est-à-dire qu'avant, on offrait le service gratuit et puis tous les services ont commencé à mourir autour de nous. Enfin, en 2000, ça a été quand même l'hécatombe. Et donc, on a dit maintenant, ça ne va plus tout à fait être gratuit. En échange du service, de la visibilité qu'on vous apporte, en échange de l'outil de mesure d'audience qu'on vous apporte, on va afficher une publicité par visiteur, par jour, euh, sur votre site et on ne va pas vous donner d'argent pour ça. La contrepartie, c'est du produit. Alors, la publicité, c'était une publicité énorme, c'était des pop-under. Hein, à l'époque, il y avait des pop-under, donc on mettait un pop-under derrière le, le navigateur de la personne. Et on n'en mettait qu'un. Et alors, comme on n'en mettait qu'un et qu'on ne payait pas les webmasters, en fait, il n'y avait pas de triche. Parce que souvent, le problème sur les réseaux comme ça, c'est que
les webmasters peuvent être rémunérés à la performance. Donc, nous, ce n'était pas le cas. Donc, on avait une très bonne qualité. Donc, le réseau Weborama était identifié comme un réseau sur lequel on pouvait annoncer, sur lequel on avait de la très bonne qualité. Donc, tu te retrouvais avec des gens qui faisaient des plans médias où il y avait un peu de Yahoo pour faire joli, pour montrer qu'on dépensait l'argent à des endroits bien. Et puis, quelques marques comme ça. Et puis, finalement, on venait récupérer l'efficacité sur des réseaux comme le nôtre, où on savait que là, on allait avoir du bon clic. Parce qu'on n'avait pas de capi. Enfin, voilà, la personne, elle voyait qu'une seule fois la publicité, ça faisait une couverture maximum. Et ça, ce changement-là, ça nous a permis, en gros, de doubler du jour au lendemain notre chiffre d'affaires. Donc, on est passé d'une boîte qui était pas à l'agonie, mais enfin qui était dans le rouge, quoi, et qui n'avait plus de cash, à une boîte qui tout d'un coup devenait bénéficiaire et pouvait commencer à rembourser les URSSAF, quoi. Donc ça a été un vrai changement radical. Et l'autre point, c'est qu'en fait, ce dont on s'était aperçu, c'est que les technologies de mesure d'audience, c'est des technologies qui sont les mêmes que les technologies de la publicité. Enfin, je veux dire, la mesure d'audience, c'est quoi? C'est compter le passage de quelqu'un sur une page. C'est assez proche de diffuser une publicité pour quelqu'un qui passe sur une page. En tout cas, toute l'architecture technique est la même. Tous ces challenges-là, ils sont déjà adressés. On prenait déjà des milliards de requêtes à un moment donné par mois. Donc, on avait cette infrastructure. Donc, on a de plus en plus déplacé notre business vers un business de fournisseur de solutions technologiques pour la publicité. Ok. Que ce soit profiling comportemental, diffusion de publicité, tracking, performance et ce genre de choses. Très et c'est bien. ce qui a fait que Weborama est devenu Weborama et qu'on a introduit en bourse sur Alternext en 2006. Ok, très bien. Et donc cette aventure, elle a duré 10 ans. C'est Et ça, en 2008, tu as revendu la société, du coup, avec tes deux associés. c'est ça, exactement. Comment as-tu vécu ce rachat de ce premier projet? Alors, le rachat était assez folklorique. Le rachat était très folklorique parce qu'en fait, au départ, on a été racheté par des Allemands et nos actionnaires d'origine ont préempté. Et les Allemands ne voulaient pas que les actionnaires. Donc, ça a donné quelques scènes assez incroyables avec un moment l'évacuation des locaux parce que les Allemands étaient en train d'envoyer des recommandés à tous les actionnaires. Donc, il ne fallait pas qu'on reçoive le recommandé. Bon, enfin, voilà. Donc, il y a eu des petits épisodes assez amusants, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Alain Lévy, Daniel Sfez, avec Startup Avenue, ont racheté la société. Ensuite, après, ils nous ont réintéressés par la suite à l'entreprise, voilà, pour qu'on continue à les accompagner un certain temps. Ça a été une revente à combien? C'est à 5 millions d'euros, non? C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, dans cet ordre-là, 5 millions d'euros, plus après, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui existe encore. C'est une boîte qui existe encore. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense qu'ils seront alors, plus de 250, peut-être même 400, parce ils ont pas mal de bureaux, ils ont beaucoup de monde en Russie. L'activité russe marche bien. Il y a une partie en Italie, en Hollande. Après, c'est sur un segment, malheureusement, avec la crise du Covid, là, qui est difficile. Ouais, Enfin, de la publicité, voilà. Tous ceux qui c'est sont dans sûr. la publicité, c'est pas le moment le plus. Mais oui, c'est une entreprise qui a bien grandi. Et personnellement, Je pense qu'on était 35 ou 50, quoi. comment tu l'as vécu dans le sens vendre ce premier projet Alors moi, je l'ai vécu très bien, hein. Je l'ai vécu très, très bien. c'était une volonté, C'était tout à fait une volonté. Comme dit Mark Zuckerberg, la vie avec son premier million de dollars est beaucoup plus facile que sans. Et effectivement, ça change. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a démarré la boîte. Ce que je dis, on n'a pas d'argent côté familial. Et quand tu as 100%, ça c'est aussi un problème peut-être des VC en France par rapport aux VC aux États-Unis, des choses comme ça. En France, on ne s'arrange pas tellement pour que les fondateurs sortent de l'argent en cours de route. On a peur que s'ils sortent de l'argent en cours de route, ils arrêtent de bosser ou un truc comme ça. Alors qu'aux États-Unis, différentes étapes, les fondateurs sortent de l'argent. Donc, quand tu as démarré une boîte et que 8 ans après, finalement, tu n'as pas réalisé grand-chose de cette entreprise, et que tu sais que tu es sur Internet et que tu as toujours le risque que Google fasse un service gratuit et que ta boîte du jour au lendemain, elle ne valait plus rien, au bout d'un moment, c'est assez stressant et tu as envie de réaliser et de vendre, si c'est tu veux, clair.
pour avoir un certain confort. Si tu veux, la situation sur une deuxième entreprise, elle n'est pas du tout la même que sur une première entreprise. Non, Parce que voilà, justement, tu as déjà récupéré un peu d'argent, puis donc de récupérer c'est plus facile. le fruit de ce travail aussi. Exactement, Enfin, tout à fait, tout à fait. cette aventure-là, comme beaucoup d'aventures, c'est aussi le fait de ne pas se payer les premières années. C'est aussi, Tout à enfin, fait, tout à fait. C'est voilà, beaucoup de sacrifices. Et tu dis que si à la fin de ces exactement. sacrifices, tu n'as rien, c'est un peu dur. C'est C'est un peu ça. dur. Ça peut Donc, arriver, mais et ça arrive souvent. Non, mais ça arrive c'est souvent. ça. C'est-à-dire que nous, avec la crise de 2000, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont repartis en short, mais en Mm. short. Et notamment avec des choses qui sont un peu compliquées. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, s'ils ont aménagé la politique fiscale, mais à une époque, donc si tu vendais ta boîte, notamment par exemple à une boîte américaine et que tu la vendais en actions, okay, tu étais imposé sur la plus-value, sur la valeur du deal en action. Si tu avais un lock-up et que ton lock-up durait 6 mois et que pendant ces 6 mois, tu es tombé au moment de l'éclatement de la bulle, la valeur de tes actions avant ne couvre pas les impôts que tu dois payer. Donc, tu as des gens qui sont retrouvés avec moins d'argent en ayant vendu leur boîte que, tu vois, tu as l'impression d'avoir fait une belle exit et en fait, à l'arrivée, tu es en négatif. Tu es en négatif parce que tu dois de l'argent aux impôts. Donc, bon, Ouais. il y a eu des gens qui sont retrouvés dans cette situation. Il y a des gens qui avaient levé beaucoup d'argent, qui sont retrouvés sans rien du tout et qui sont aperçus aussi au passage qu'ils n'avaient pas cotisé au chômage et donc ils n'avaient même pas. Donc, oui, on était content d'avoir réalisé ça. C'était une belle. Ouais, c'est Une belle fin, on va dire. une belle fin, exactement. Exactement. C'était 10 ans, c'est une belle durée pour un projet. Il n'y a pas du tout de nostalgie par rapport à ça. C'est une très belle aventure. C'est-à-dire et c'était une époque où vraiment il y avait voilà, on a fait beaucoup. Tout était à créer, quoi. C'était Ouais, l'aventure. non, mais c'est clair, c'est les débuts du web. Mm. Et donc, suite à ce premier projet, cette première aventure, tu montes en 2008, du coup, donc assez rapidement après. Ouais. Ulink, est-ce que tu peux nous dire ce que c'était et comment ça Bah, s'est comme créé aussi? d'habitude, hein, le but du jeu, c'était de trouver les meilleurs sites Voilà, sur Internet. Hein. un autre business du web. C'est ça. Donc, je revenais à mon obsession de départ. Donc, YouLink, ça avait démarré comment? Ça a démarré par la visite de Patrick Chassani, qui est un serial entrepreneur qui a fait beaucoup de choses avec plein de belles réussites. Il est passé nous voir pour nous parler du Web 2.0. Je ne sais plus tellement pourquoi d'ailleurs. Il était excité, il était comme un fou. Je me suis dit quand même, si lui, il est comme un fou, il doit y avoir quelque chose. Et j'ai regardé et j'ai découvert à ce moment-là tout ce qui était Dig, Delicious, voilà, le début de ce qu'on appelait le Web 2.0. Puis là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et on s'est dit, on va faire quelque chose comme ça, non plus pour découvrir des sites, mais des documents sur l'idée du réseau social. Donc, les gens, c'était une bookmarklet que tu mettais sur ton navigateur qui permettait de sélectionner des sites et de partager ensuite ces sites avec ton réseau, ce qui a évidemment été pris après par Facebook. Mais nous, il y avait vraiment une idée espèce de construction du savoir. Donc, il fallait, par exemple, le tag était obligatoire. Tu étais obligé de catégoriser le contenu que tu partageais. À l'époque, il n'y avait pas de commentaires. Je pense que c'était finalement une très bonne idée d'interdire les commentaires, parce qu'on a vu ce que les commentaires ont donné sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait Bien. interdire les commentaires tout le temps sur Internet. On s'en porterait beaucoup mieux. Mais c'était ça. Donc l'idée, c'était le partage du savoir, partage des choses qu'on trouve intéressantes sur Internet et système de recommandation qui devait être comme ça résistant au spam, puisque tu ne voyais que des contenus sélectionnés par tes amis ou les personnes que tu suivais, parce que l'idée, c'était évidemment sur certains thèmes de pouvoir suivre des gens. On a fait aussi une version pro de ça. Alors au début, ça marchait bien, mais Google a changé son algorithme. Et en fait, il a sorti du jeu plein de boîtes. Il ne faut pas oublier que quand tu as un business et que ta source de trafic, c'est Google, bah, du jour au lendemain, Google peut décider que finalement, tu n'as plus le droit d'apparaître. Et en C'est clair. fait, il a considéré tous les gens comme Dig, Delicious, nous, comme des intermédiaires qu'il fallait court-circuiter. Mm. Donc, on a disparu des résultats. Il a changé son algorithme. Et Dig, notamment Dig, qui à une époque, je crois, valait potentiellement 120 ou 200 millions de dollars, a été revendu à la fin 500 000 dollars. Enfin, c'était une grande. Voilà, une espèce de gâchis comme ça. Mais bon, il ne faut jamais oublier voilà, que Google a quand même à un moment donné toujours un bouton
Mhm. qui permet de détruire une partie de la concurrence qui ne lui plairait pas nécessairement. Effectivement. Donc, on a fait une version pro, où là, l'idée, c'est d'avoir un réseau social interne pour partager du savoir au sein de ton entreprise. Au départ, on l'imaginait comme un outil pour les PME, pour les TPE-PME, vraiment un outil de travail. Tu pouvais tweeter, tu pouvais partager des favoris, des choses comme ça. Ça n'a pas très bien marché en termes d'outils pour les PME. Ça n'a pas du tout fonctionné parce que c'était trop en avance, c'était trop conceptuel. Les gens ne comprenaient pas précisément à quoi ça servait. Euh, donc, ce n'était pas assez clair, quoi. Ok. Donc, on l'a orienté vers les grandes entreprises pour faire plus des réseaux sociaux. Donc, on a eu des belles références. On a eu CTLM, on a eu Havas aussi, Lagardère, évidemment, des entreprises industrielles. Bon, on a eu pas mal de références. Ça a marché un peu, mais ce n'était pas fantastique. Donc, on a revendu l'activité à Jamespot et on s'est consacré sur un nouveau produit qui était nos CRM, dont l'idée est venue finalement en ayant du mal à vendre Ulink. Ulink Pro, voilà, on avait un petit logiciel, on avait un petit CRM qu'on utilisait à l'époque et je passais mon temps à remplir des fiches et je ne closais pas tellement de deals et je trouvais ça très pénible de remplir des fiches et de remplir des fiches et de remplir des fiches pour rien. Et donc, on s'est dit, il y a probablement quelque chose de plus sympa à faire et c'est là qu'on a démarré l'aventure sur nos CRM. Ok, donc nos CRM a été créé, on va dire, sur la fin de Ulink, c'est ça? C'est ça, c'était vraiment un outil de transition. En fait, même l'idée, c'est que ce qu'on s'est dit, c'est tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire une communauté dans notre réseau interne, une communauté de vente, et voir comme ça, justement, si c'est pas plus facile de suivre nos opportunités commerciales. Et ça marchait assez bien, il manquait des petites choses. On s'est dit, bon, bah, alors il y a une idée. On a fait une page, on a mis une page sur le web avec juste notre pitch sur le CRM, ce qu'on pensait qui n'était pas bien. On a demandé aux gens si ça les intéressait. On leur a dit, rentrez votre email si ça vous intéresse. Et on a fait de la publicité pour cette page. Donc, on a acheté des AdWords. On avait déjà le nom You Don't Need a CRM. Donc, on a acheté des AdWords là-dessus. Euh, et des gens sont venus et des gens se sont inscrits. Et on avait un taux de conversion de la page qui était assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'une personne sur 6 qui visitait la page mettait son adresse email. Ok. Donc, Ça, donc on ça s'est dit, vous il y a un est, intérêt. ça vous est Oui, venu vas-y. comment le nom You Don't Need a CRM? Bah, parce que je pense que toute personne qui a utilisé un CRM, à un moment, on ne peut plus, quoi. Et Les donc, grosses machines de guerre. mais c'est ça, parce que les CRM, ils ne sont pas pensés pour le commercial. Les CRM, ils sont pensés comme quelque chose qui serait d'administratif. C'est-à-dire que le CRM, finalement, c'est comment ranger ta data. Et vendre, c'est pas mettre de la data précisément. Enfin, je veux dire que tu es le numéro de sirène de l'entreprise, ça peut n'avoir absolument aucun intérêt. Des fois, ça peut être une clé intéressante, mais a priori, ce n'est pas nécessairement ce dont tu as besoin. Donc, tu passes ton temps à créer une entreprise, à ajouter un contact, à ajouter ensuite un deal, à dire que ce deal, il va falloir que tu le rappelles. Bon, tu veux juste rappeler la personne et savoir ce que tu t'es dit la fois d'avant, c'est ça vendre. Vendre, c'est un processus. C'est où est-ce que je suis maintenant, où est-ce que je suis dans une semaine, voilà, et quelle est la prochaine étape. Donc, il faut fournir un outil au commercial pour lui dire, voilà, au plus simple, quel est l'outil le plus simple qui va permettre au commercial de savoir quand est-ce qu'il doit rappeler et qui doit rappeler pour dire quoi. Donc nos CRM a été, donc on est en 2014 là, c'est créé en 2014. Ouais, on l'a Euh, développé en 2013 et le lancement c'est 2014, exactement. En 2014, on commence le lancement payant de, de nos CRM et donc et ça marche assez bien. j'allais te poser comme question, qu'est-ce qui différencie nos CRM des autres CRM? Et tu viens un peu de l'expliquer, c'est-à-dire que dans la manière de justement de faire, tout est simplifié, tout est, comment dire, comment est-ce que Oui, tu nous expliquerais ça? l'idée c'est de ne pas ralentir le commercial. Voilà. On veut que l'outil qu'il utilise, il n'ait pas l'impression que ce soit un outil qui est contre lui, mais un outil qui est avec lui. Donc on regarde comment est-ce que le commercial travaille, quels sont les outils qu'il utilise, et on essaye de lui rendre la vie le plus simple possible. Et ce que déteste un commercial, c'est perdre du temps pour rentrer de la data. Donc l'outil, notamment, pour moi, les points qui sont les plus intéressants dans nos CRM, c'est que d'abord, ce que tu crées, c'est une opportunité. Le cœur, c'est ce qu'on appelle l'opportunité, c'est-à-dire la potentialité de vendre quelque chose à quelqu'un. Et cette opportunité, si tu veux ne mettre qu'un titre avec un numéro de téléphone, écrire François est ton numéro de téléphone, le système, il accepte. Il est d'accord. Il n'embête pas le commercial. Il dit, tu as que ça comme info aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Et à partir du moment où tu as créé cette opportunité, elle est tout de suite dans le mode affaires. Donc, tu dois avoir une prochaine action. Donc, quand tu vas te reconnecter
et voir tes actions, tu vas voir que tu as François avec un numéro de téléphone que tu vas devoir rappeler. Donc, ça prend 2 secondes. De la même manière, tu prends une carte de visite, aujourd'hui, tu fais une photo de la carte de visite, ça crée une opportunité. L'idée, c'est de ne pas ralentir le commercial. Ce qu'il veut, c'est faire avancer les deals. Et si après, il veut travailler proprement, s'il a des fichiers qui lui permettent de travailler proprement, de bien structurer son information, il n'y a aucun souci. Mais typiquement, une des grandes différences, et ça, c'est à la fois historique et c'est à la fois important. Dans notre réseau social, on avait ce qu'on appelait un writeboard, une espèce de wiki, quoi, une page. Et en fait, un lead dans nos CRM, c'est toujours un peu ça, c'est-à-dire que c'est en fait juste du texte. Donc tu as le nom des champs, tu peux les renseigner, mais si tu veux tout effacer et copier quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, on te laisse le faire, ce n'est pas un problème. Ok. D'accord. Donc on perd évidemment en structure de data un petit peu, hein. Ça peut être gagnant à tous les coups, mais on gagne en simplicité d'usage, en vitesse d'exécution, ce qui fait que les commerciaux sont contents, ils l'utilisent. Comme ils l'utilisent, ils mettent tous leurs deals dedans parce que ça les aide. Ils ne rentrent pas le deal juste avant la réunion commerciale, voilà, où ils récupèrent leurs 3 post-it ou leurs 2 fichiers Excel et ils les mettent dans tous les deals. Donc le manager, il voit tous les deals, renseignés plus ou moins, mais au moins il voit tout ce qui se passe. Et voilà. Et tout le monde est plus content et tout le monde est plus efficace. Ok. Et les entreprises que vous ciblez, donc c'est les entreprises de 1 à 500 salariés, c'est ça? Ouais, ça c'est ce qu'on met sur le site. Euh, la réalité, nous, notre sweet spot, on va dire, c'est les entreprises de 3 à 30 commerciaux. Ok. Ça, c'est ce qui nous plaît le plus. On a beaucoup de clients qui sont tout seuls aussi, mais évidemment, on gagne peu d'argent sur ces petits clients, donc Mhm. on essaye quand même d'aller chercher des clients qui sont sur des tailles plus importantes. On a des clients jusqu'à 400 postes. Là, aux US, on a un client qui a 80 postes qui devrait passer à 200. Au Mexique aussi, on a des clients avec une centaine de postes. Donc, on peut monter sur des choses comme ça. Mais voilà, jusqu'à 30, on est vraiment bien. J'ai vu C'est assez facile. que vous aviez aussi une offre pour les micro-entrepreneurs. C'est quelque chose d'assez intéressant puisque la majorité des CRM, c'est quand même des tarifs assez élevés et puis pour tout ce qui est grande échelle. Vous avez justement cette offre Nous, qui... on a une offre qui démarre, on a une offre starter qui est à 12 euros par mois. Donc, Ouais. voilà, si on a une seule personne pour 12 euros, on a un outil qui est déjà très bien. Après, on peut même passer à 19 si on est même un commercial ou on vient sur une offre plus expert avec plus de fonctionnalités, qu'aujourd'hui l'offre qui a le plus, qui est nettement mieux. Mais oui, oui, avec 12 euros, on peut démarrer et voilà, et commencer à rappeler ses prospects. Et y compris quand on est un commercial, les auto-entrepreneurs, ils passent qu'une partie de leur temps, par exemple, à faire du commercial. Et en Mhm. fait, c'est très utile parce que quand on revient, bah voilà, on récupère tout l'historique, on sait tout de suite qui on a à appeler et quel est l'historique des choses à faire. Donc, même pour des gens qui font du commercial de façon très alternative, ça fonctionne très bien. Ouais. Et donc en 6 ans, nos CRM, c'est en termes de dates clés, est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Alors, les dates clés, c'est difficile parce que Une période le clé? SaaS, le SaaS, c'est un peu du diesel au sens où c'est quelque chose qui croît lentement tous les ans de manière assez systématique. Donc, j'ai pas de date clé. On grossit systématiquement tous les ans. La problématique, si tu veux, ça a été plus le passage de YouLink Pro à nos CRM qui a fait que pendant les 2-3 premières années, on avait un chiffre d'affaires qui était désespérément stable puisque tout ce qu'on perdait sur notre produit d'avant Ouais. commençait à monter sur nos CRM. Donc, de l'extérieur, tu avais l'impression d'une boîte qui n'avançait absolument pas, alors qu'à l'intérieur, il y avait une vraie mutation de l'entreprise. Au bout de 2 ans, je pense que c'est 2 ans, peut-être même un peu avant, on s'est 100% consacré, on a vendu l'activité à HubSpot et on s'est 100% consacré à nos CRM. Donc, on va dire que le moment où nos CRM a payé tous les salaires, c'est un moment, voilà, ça c'est Voilà. déjà un moment important. Tu vois, ça c'est évidemment plus qu'agréable. Euh, et puis après, on a continué l'expansion et maintenant on est 16 personnes, on a ouvert d'autres bureaux. C'est Justement, quelque chose en termes de stats aujourd'hui, nos CRM, c'est combien de clients, combien de salariés, du coup, il y en a 16. Ouais. Combien de chiffre d'affaires, par exemple? Chiffre d'affaires, on est sur les 2 millions d'euros. En gros, on a fini l'an dernier à 160 000 euros de MRR. Ok, très bien. Avec une croissance. L'an dernier, on a fait plus de 50% de croissance sur le chiffre d'affaires. C'était une très belle année 2019. Ça, c'est une bonne date clé, ça. Alors évidemment, 2020 va être
Oui, on va en parler juste après du Non, non, coup. ouais, 2019, c'est un beau, ouais, c'est une belle, c'est une vraie belle année. C'est l'année où on a vraiment l'impression de devenir effectivement une entreprise significative, quoi. Très bien. Significative, profitable. Justement, c'est quoi les prochaines échéances, étapes pour nos CRM? Bon, là, malheureusement, on est en pleine crise du Covid, donc là, il faut qu'on traverse ça. Je ne pense pas que 2020 va être une année extraordinaire de croissance. Voilà. Donc, on a évidemment perdu, on a eu une baisse de chiffre d'affaires, hein, depuis le début de la crise. Ça augmente, c'est des genres de choses qui augmentent le churn, qui diminuent l'acquisition. Après, on a de la chance, hein. J'ai des amis qui sont opticiens. Euh, je pense que les gens qui ont des bars ou des restaurants, ils sont infiniment plus à plaindre que nous. Nous, Alors, on est sur de justement, l'immatériel, donc justement, on va passer à cette partie de l'épisode sur le post-Covid. Et comment s'est passé le confinement d'un point de vue professionnel, aussi personnel, mais surtout quel est l'impact que ce Covid a eu sur nos CRM? ouais. Alors, la première chose, c'est que nous, on est une boîte totalement remote. D'accord. Et on a des gens, je crois qu'on est dans 8, peut-être 9 pays maintenant, parce qu'on a quelqu'un au Mexique. Donc, on est habitué au télétravail. Donc, on est équipé pour le travail, on sait fonctionner sur le télétravail. Donc, a priori, bon, ça rendait les choses plus faciles, même si on a l'habitude de se voir quand même, au moins sur les Français, physiquement, régulièrement, à Paris. On a l'habitude. Néanmoins, l'ambiance était pesante. Donc, c'était pas, même pour une boîte habituée au télétravail, c'était pas facile. La productivité était en berne. Ma propre productivité était en berne. Tu regardes les réseaux sociaux, tu regardes les nouvelles. Bon, voilà. L'acquisition, elle est beaucoup plus faible. Les gens, ils ont autre chose à faire à ce moment-là que d'acheter un outil pour faire de la prospection commerciale, même si ceux qui n'étaient pas du tout équipés, ils ont besoin de quelque chose qui fonctionne en SaaS, donc qui fonctionne à domicile. Donc, ça a été un peu difficile. Mhm. Maintenant, on sent que c'est reparti, même si l'Amérique du Sud, c'est toujours très difficile. Et que nous, Et on est l'Amérique tout dépendant. court, d'ailleurs. L'Amérique tout court, mais ça se voit moins dans les chiffres sur les USA. Alors peut-être que ça va malheureusement repartir parce que là, ils sont à nouveau dans une période difficile. Mhm. Mais en Amérique du Sud, je trouve qu'en ce moment, la perte d'acquisition est marquée, Mais notamment parce que les monnaies aussi ont été c'est ça. dévaluées. Nous, on facture en dollars. Donc pour eux, ça devient plus cher. Donc ça devient plus cher dans un pays où la crise économique augmente. Bon, c'est un peu difficile pour les Sud-Américains. Mais c'est sûr que la prospection commerciale a été ralentie et puis que, enfin, sur des produits, par exemple, B2B, il y a beaucoup de choses qui sont reportées à septembre en espérant qu'il n'y ait pas de deuxième Bien vague. sûr. Mais c'est vrai que la prospection commerciale a été totalement ralentie. Donc forcément, ça vous a impacté d'un point de vue business. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là-dessus, il y a eu un impact, ce qui ne nous empêche pas de recruter. Là, on a recruté quelqu'un au Mexique. On va probablement envoyer quelqu'un au Canada l'an prochain en espérant que les visas refonctionnent. Mais bon, je pense que d'ici septembre, ça devrait fonctionner. Mhm. Donc, on continue. Voilà, on est une entreprise bénéficiaire, on reste bénéficiaire, on a cette chance. Et on peut continuer sur nos fonds propres à croître. Et ça, c'est Ok. important, hein. Et on essaye de, là, maintenant, on a un beau produit, d'augmenter maintenant, de créer un réseau de partenaires. Voilà, on travaille à la montée encore, Très bien. essayer de trouver des relais de croissance. Oui. Et donc l'équipe est entièrement en remote dans combien de pays? Bah, je crois qu'on est 8 ou 9. Alors, on peut même compter. On a eu USA, Mexique, Argentine sur le continent américain. Mhm. Moi, je suis un peu sur Angleterre et France. On a quelqu'un en Portugal, en Allemagne, en Italie, euh, et évidemment la France. Ouais. Donc, Ok. ça fait 8. Ok, ok. Et pour revenir au Covid, qu'est-ce que tu retiens de cette crise, qui est toujours en cours d'ailleurs? Pour l'instant, je suis surtout étonné que. En fait, je ne suis pas tout à fait sûr que la crise ait encore eu lieu. Je ne suis pas sûr que le pire soit derrière nous. J'ai plutôt tendance à penser que les vrais problèmes Les vraies vont conséquences vont démarrer. arriver après, quoi. Ouais, c'est ça, plutôt à partir de septembre. C'est pour l'instant, on a inondé le marché de cash, donc les dépôts de bilan n'ont pas encore eu lieu. Puis Est-ce que des boîtes aussi qui ont dû recourir à des prêts. Enfin, on pense à des c'est gros ça, tout comme, à fait. comme Airbnb, par exemple.
Ouais, ouais, ouais. qui ont dû faire un prêt de je ne sais plus combien de milliards Ouais, pour un taux pas, survivre. pas très sympathique, ouais, un taux pas C'est ça. sympathique en plus. Donc, c'est sûr que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais il y a plein de boîtes, voilà, notamment aux États-Unis, qui sont inondées de cash à bas prix. En France aussi. Bon, de toute façon, il n'y avait pas le choix, hein. Il fallait maintenir les liquidités, donner des liquidités à des boîtes. Alors, je pense que ça s'est mieux fait en Europe qu'aux USA, mais malheureusement, il y a des secteurs qui ne vont pas revenir au niveau d'avant. Le tourisme, c'est très compliqué, ça risque de durer. Tout ce qui est transport, tout ce qui est événementiel. Bon, voilà. Donc, il va y avoir de la casse. Et cette casse va entraîner de la casse, et ainsi de suite. Donc j'ai malheureusement peur que les difficultés soient encore devant nous. Donc je retiendrai un peu avant de donner euh, mes conclusions sur cette crise-là. Non, je pense que la crise réelle est à venir. Bon, j'espère me tromper, hein, peut-être que je me trompe et que ce ne sera pas le cas. Très bien. On passe à l'avant-dernière partie du podcast. Ce sont les rencontres, un sujet Mhm. un peu plus sympa. Est-ce que tu peux me citer 2 ou 3 rencontres qui t'ont aidé à franchir un cap dans ton business, dans tes business du coup? Alors en fait, il y a plein de rencontres qui sont importantes. C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Euh, oui, non, mais parce que en fait, je pense que la réussite, on parle de la chance. Moi, je crois, entre guillemets, à la chance sans y croire. C'est-à-dire que je pense que dans un parcours, tu vas avoir plein de moments où des opportunités vont se créer. Hmm, Il va falloir dire, ouais, j'y vais, je suis d'accord. et j'essaye. Et c'est ça, la chance, c'est d'essayer des trucs qui passent. Et voilà. Et des fois, ça marche et ça fait des. Moi, je me souviens au tout début de Weborama, comme ça, on a eu des histoires assez rigolotes. On a. Alors, on cherchait à lever des fonds et mes parents connaissaient quelqu'un qui avait un fonds d'investissement. Il nous a dit, bon, sur votre truc, il y a un business angel, c'est Achille Delahaye, je peux vous le présenter. Et on rencontre ce mec-là, assez passionnant, mais qui connaissait, bon, voilà, un baroudeur. Et le mec nous fait signer une option d'achat, honnêtement, mais c'était hyper en sa faveur. Mais il voulait avoir une option pour investir, voilà, un taux, il ne mettait pas beaucoup d'argent, un taux vraiment bien pour lui. Mais il voulait se donner genre une semaine ou 2 semaines pour prendre une décision. Et pendant cette semaine ou 2 semaines, il a activé son réseau. Et je ne sais pas, justement, c'est notamment Pascal Gaïa, il nous a obtenu ce contrat à la régie 24/7 Médias avec un minimum garanti. Et puis finalement, il n'a pas levé son option. Et si tu veux, là, on a eu un truc. Et ce contrat avec 24/7 Médias a été important, quoi. Pour nous, ça nous a quand même vraiment fait vivre. Et voilà, ça, c'est une rencontre qui s'est faite. Ça a été fulgurant. On a signé, je pense, un papier qu'on n'aurait pas dû signer. Mais finalement, en signant ce papier qu'on n'aurait pas dû signer, on a obtenu un super contrat par ailleurs. Puis bon, lui, il a pensé qu'on était peut-être un peu trop fou, un peu trop loin du business. Il a pas exercé son option. Et voilà, on a une autre amie, Karine Barbelivien, euh, qui avait la Seita. Elle avait une agence qui était Pictoris à l'époque. Elle était cofondatrice d'une agence Pictoris. Et elle nous dit, voilà, j'ai la Seita, votre outil là, pour faire la mesure d'audience gratuit, c'est vachement bien. Faites-en une version pro, je vais vous le vendre comme des petits pains. On a fait la version pro, c'est la seule version qu'elle nous a jamais vendue. Elle n'a pas vendu une seule autre. Mais c'est pas grave, ça nous a lancé et on a ouvert un vrai business et c'est ce business qui nous a permis de survivre après. Voilà, il y a des gens, Fabrice Inzel qui nous a rejoint comme ça, c'est parce que au départ finalement, on avait fait rentrer au tout début un ami avocat au capital parce qu'on était un peu court d'argent, qui nous a fait rencontrer son cousin qui connaissait Fabrice Inzel, qui est venu et qui nous a fait confiance et qui a fait qu'on a pu vendre des choses. C'est plein de petits hasards, les entreprises. Pareil d'ailleurs, c'est Fabrice Inzel qui nous a fait rencontrer les gens de Startup Avenue, Alain et Daniel, qui ont eu confiance en nous. Les rencontres, c'est important. Surtout à une époque comme ça où c'était quand même un peu n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. C'était un peu l'aventure, c'était un peu, voilà, tout était à inventer. Donc, ouais, pas mal de petites rencontres. Il n'y a pas une rencontre décisive, mais il y a des tonnes de rencontres comme ça qui ont eu leur impact, qui ont C'est ça. changé, ouais, qui créent des petits moments où ça bascule d'un côté ou de l'autre. Et il faut être ouvert. Faut être ouvert à ce que quelque chose puisse se déclencher.
Non, mais c'est clair. Ce que je retiens, c'est de tous les échanges que j'ai eus, c'est que chaque aventure entrepreneuriale, c'est une succession de rencontres, d'opportunités. Je pense que le facteur chance, il est très, très petit parce que enfin, les opportunités, il faut les saisir, les rencontres, il faut Tout à les fait. provoquer. Et je pense que la chance, c'est avec modération, quoi. Oui, mais après, il en faut, tu vois, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que notre outil de réseau social a pas tellement marché, là où Slack a été un succès mondial. Bon, le mec de Slack, alors il s'avère que c'était le mec qui avait fait avant Flickr. Il avait lancé une boîte de jeux vidéo, puis son jeu vidéo n'a pas marché, puis il a fait un petit outil de communication interne. Et puis bon, comme c'était aux États-Unis, il lui restait 5 millions de dollars sur le compte pour faire son pivot. On aimerait tous avoir 5 millions de dollars pour faire un pivot. Lui, il avait l'historique. Donc, tu avais la bonne personne au bon moment. Pareil, sur Hmm. Weborama, on avait vu des gens à un moment donné qui avaient des outils de mesure d'audience vachement pointus, et d'ailleurs, qui étaient vachement bien, mais ils sont arrivés trop tôt. Donc, le timing, à quel moment tu arrives, il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard, il faut être au bon endroit, au bon moment. Il y a quand même de la chance, il y a des produits, tu les vois, c'est au millimètre, quoi. Et comme on est sur ça, enfin, pas sur tous les business, hein, nous on n'est pas sur CRM, mais pas du tout un business winner takes all, mais sur les business winner takes all, bon, bah, il faut aussi un peu de chance, quoi. Hmm. Non, c'est Bah, sûr. il faut une vision, il faut cela. Puis bon, des fois, il y a des trucs qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et tu peux réécrire l'histoire après sur pourquoi ça a marché, mais la réalité, c'est que la personne, elle contrôlait absolument pas. Et C'est ça. voilà, il y a 200 personnes qui ont démarré, puis il y en a une, ça s'est un peu mieux passé. Et ça ne veut pas dire que les 199 autres étaient des truffes et que Non, lui, mais il c'est était clair. particulièrement super fort. Ça dépend de beaucoup trop de facteurs, la réussite ou non d'une boîte. C'est C'est, ça, c'est ça. Et même, je vais dire, quand on a monté Ulink, tu vois, réseau social, euh, on avait vraiment une super équipe. Il y a toujours mon associé qui est là, mais à la technique, on avait Alexis qui est très fort. J'ai eu Sébastien Blanc qui est devenu CEO d'une autre boîte qui vient de revendre pour des millions de dollars, voire des dizaines de millions de dollars. On avait honnêtement une équipe très très forte. Bon, le projet, il a échoué. Il a échoué parce que c'était pas le moment. Voilà, on n'était pas au bon endroit au bon moment. On était en avance de phase, peut-être pas avec le bon produit. Et donc, tu peux avoir la meilleure équipe du monde, tu peux te planter, quoi. mm, c'est Et sûr. même sur un projet qui n'est pas complètement débile, tu vois, c'était pas complètement débile, Ulink. Euh, C'était juste, voilà, je pense que le time to market restera toujours. Enfin, s'il faut garder d'ailleurs, si on doit donner des petits conseils aux entrepreneurs, le time to market, c'est Très le important. market. Non, C'est le ça. market. D'abord, au début, je ne comprends pas pourquoi on te bassine avec le market. Mais ouais, c'est quoi ta taille de marché et est-ce que tu es dans le bon timing sur cette taille de marché? Bien sûr. Mm. Et quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer? Tu viens de les donner en fait un peu. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du vide. Faut avoir un peu. En fait, il faut être un peu optimiste, un petit peu mégalomane. Se dire que si on a Yahoo dans la compétition, c'est pas grave, on arrivera à les battre ou à faire un truc à côté. Donc il faut, et d'ailleurs à la fin Yahoo est tombé quoi. Yahoo ne valait plus que par ses actions Alibaba. Donc voilà, il faut pas être entrepreneur est souvent, en tout cas à l'époque où c'était un choix déraisonnable. Mais c'est quelque chose c'est une aventure assez passionnante aussi par ailleurs. Et on va passer du coup à la dernière phase du podcast. Des petites questions surprises. Exactement. La première question surprise, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée? Alors, non, je vais réfléchir pendant que tu vas me poser ta deuxième question au cas où, si jamais je trouve. Euh, Et après, c'est très bien, ça veut dire que j'ai pas trop mal. tu as fait merveilleusement ton boulot. Non, mais je trouve ça intéressant. Je pense que ça donne un peu une Vision idée globale, quoi. de. Ouais, non, peut-être un truc, mais c'est de l'ordre des conseils euh, sur les sorties. Prenez du cash, ne prenez pas d'action ou des choses comme ça. Un chèque tout de suite vaut mieux toujours que deux, tu l'auras peut-être plus tard. Hmm, Plus. Bon, ok, mais un bon conseil. ouais. Et donc, dernière question, c'est enfin, est-ce que tu peux me citer deux, trois entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains épisodes?
pour des prochains podcasts. Ouais, je peux t'en citer deux que j'aime. Bon, il y a Sébastien Blanc, justement, dont je te parlais. Euh, donc lui, tu peux. Qui a monté. Alors, il a été, en fait, il bossait avec nous. Il est allé dans une première boîte dont j'ai oublié le nom qu'ils ont revendu, qui était revendue à Quantcast. Il a démarré assez bas, et puis il a rejoint le CEO. Après, il a co-dirigé la boîte. Ils l'ont vendu à Quantcast. Et ensuite, il a rejoint Simlink. Il est devenu CEO de la boîte. C'est quelqu'un de, quelqu'un d'assez extraordinaire, une puissance de travail assez incroyable et une capacité à te restructurer une boîte, à la comprendre, à en tirer le meilleur, qui est vraiment intéressante. Jeune, bon, c'est un vrai sportif, c'est un peu un robot, mais, mais c'est assez intéressant, ouais. Ouais, ouais. Avec une approche très analytique, si tu veux. Ok, C'est pas nécessairement un gars. Il a pas machine. ouais, c'est une machine. C'est fort sympathique. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et moi qui est un ami hein, maintenant, mais oui, moi je suis plutôt sur l'inspiration, les idées, les nouvelles choses, et un peu moins sur l'effectivité. Lui, c'est le CEO efficace. Hein. Il structure ça, il t'organise, et c'est parti, et ça fait quelque chose. Et il y a Franck Luer, qui est un vieux de la vieille aussi sur Internet. Je ne sais pas si tu le connais, il a fait Notify, qui est pour moi un des meilleurs pitchs. Il me l'a pitché il y a 2-3 ans. Et c'était d'une limpidité et j'ai trouvé ça assez super. Bon, c'est un mec qui connaît très bien, très très bien Internet. Le vendeur, lui, je crois qu'il était sur Page France au tout début d'Internet. Donc c'est un vieux routier d'Internet avec un concept qui était assez simple, qui disait, l'idée c'est de savoir quand tu passes sur un site web et t'envoyer des newsletters au moment où tu es sur Internet, comme ça ta newsletter elle a plus de chances de marcher. Donc, il Ok, t'envoie en live ton email dès qu'on a détecté ton activité. Et intéressant. ça fait des choses extrêmement efficaces et ça s'explique en 2 secondes. Et ce que j'ai compris aussi, par exemple, tu vois, avec les réseaux sociaux, euh, voilà, ça c'est peut-être la question que tu aurais pu me poser. Pourquoi est-ce que ça foirait un peu YouLink et la réponse à cette question, c'est parce que je n'étais pas vraiment capable de le pitcher en 30 secondes. Ok. Avec nos CRM, c'est extrêmement facile. Le besoin, il est clair, tout le monde veut faire des relances, on apporte une solution, en 2 secondes, c'est expliqué. Quoi. Et ça fait beaucoup de bien de pouvoir vendre un produit que tu peux expliquer en 2 secondes. YouLink Pro, c'était un peu vague sur les gains, les bénéfices, C'est l'intérêt, le travail que collaboratif. le positionnement n'était pas clair, quoi, dans vos têtes. Bah, dans nos têtes, c'était assez clair, Oui, mais le problème que ça résolvait n'était pas assez clair. En tout cas, n'était pas assez ressenti. Et en fait, à un moment donné, les gens, ils achètent pour résoudre des problèmes. Quoi. Tu n'achètes pas un produit sur un problème dont tu n'as pas perçu vraiment l'existence et l'importance. ok, très bien. Bah, merci à toi, Sony, pour cet échange. Merci. Et puis, à très vite sur Serial Entrepreneur et puis sur nos CRM aussi.